La NBA, les 15 minutes, deuxième partie de ce podcast basket. C'est la première édition ce mardi 26 octobre. On sera là chaque semaine en compagnie de Duke Chomba, en compagnie de Benoît Peters, Renaud de Trix au micro. Pour parler NBA, tout de suite, Miami Heat. Ah, le Heat, ben bon, c'est le feuilleton de l'été. C'est le feuilleton de l'été. Je te vole les mots de la bouche, je te vole les mots de ton stylo. Gros transfert, tout le monde le sait maintenant. Bosch, LeBron, D-Wade. La grosse question, ben ok, c'est bien beau maintenant de devenir l'ennemi public numéro un. Comment est-ce qu'on rebondit de ça? Et je pense que les Heat se sont mis une sérieuse pression sur les épaules. Il va falloir l'assumer. Comme l'a dit Duke, il y a pas mal de gens qui voient cette franchise d'un mauvais œil maintenant. LeBron James est passé de l'idole des États-Unis à l'homme peut-être à abattre, la cible à abattre maintenant. D'un côté, ça va amener quand même du piment, il ne faut pas s'en cacher. N'importe quel coach ou n'importe quel amateur de basket va aimer voir un Wade jouer avec LeBron James, avec un Chris Bosh. Maintenant, ça fera peut-être l'affaire d'autres franchises qui sont mises un peu plus dans l'ombre et qui profitent que seul le Heat soit sous les feux des projecteurs actuellement. Quand on en voit trois comme ça qui décident finalement de s'associer, qui décident ensemble de s'associer, unir leurs forces pour arriver à un objectif déjà rempli par Wade puisqu'il a une bague de champion, mais que James veut remplir, que Bosh veut remplir, comment c'est perçu par les joueurs? On se rappelle, la saison dernière, tout le monde était des grands fans des Cavaliers. Bon, bah ok, LeBron, c'est le même joueur. Je veux même dire, il est plus fort maintenant. Je veux dire, parce qu'avec tout le hit qu'il y a autour, c'est clair qu'il ne peut que monter en puissance. Mais en tant que joueur, je crois qu'il y a énormément de joueurs dans la grande ligue maintenant qui sont jaloux, parce que tous les spotlights vont sur eux. Mais de l'autre côté, moi, je suis vraiment content pour eux, parce que l'objectif, c'est de gagner. Et je crois que c'est justement, si je ne peux pas gagner seul, autant s'associer avec des gars avec qui je peux gagner. Et je crois que c'est ça réellement la philosophie qu'il faut pouvoir retenir de ce concept-là. Tout le monde veut s'identifier à des vainqueurs. Maintenant, on va voir s'ils peuvent gagner. Moi, je me rappelle Boston il y a quelques années. On se rappelle même les Chicago Bulls quand Dennis Rodman est venu. On va même parler de San Antonio et bien sûr des Lakers. Il ne faut pas se voler la face. Pau Gasol, c'est quand même aussi l'un des meilleurs joueurs. Donc voilà, les Heat, moi je suis vraiment content parce qu'on a finalement trois des meilleurs joueurs à leur position de leur génération qui vont jouer ensemble. On va voir s'ils vont pouvoir gagner quelque chose. Alors tu le disais Benoît, ennemi public numéro un, c'est l'équipe à battre, ce qui est quand même surprenant parce qu'il faut rappeler que ce sont les Lakers qui sont champions en titre et non seulement ils ont gagné les deux derniers titres. Alors ça devrait être les que tout le monde veut battre. Oui, c'est vrai, en tant que double champion en NBA, ça devrait être le numéro un, le candidat numéro un à sa propre succession. Maintenant, moi, comme je viens de le dire, eux, à mon avis, les Lakers ne demandent pas mieux qu'on s'acharne sur le Heat actuellement. Eux vont commencer leur saison de leur côté sans faire plus de bruit que ça. Mais on sait que les Lakers, de toute façon, seront là et seront là loin dans la compétition. Maintenant, eux, ils vont voir ça de loin. Ils vont laisser la conférence Est se disputer entre les équipes là-bas et profiteront de ça de leur côté. Ça, c'est quand même une autre tendance à l'aube de cette nouvelle saison NBA. On a souvent expliqué que c'était cyclique en NBA. Il y a quelques années, l'Est ne valait plus rien. Toute l'attention était mise sur l'Ouest. L'Ouest reste très, très compétitif. Mais évidemment, comme Miami, il y a eu l'exemple de Boston 2008. Il y a Miami maintenant. Ça a clairement renforcé. Il y a le passage aussi de Stoudemire du côté de New York. Finalement, Duke, à tes yeux, quels sont les principaux outsiders maintenant à l'aube de la saison 2010-2011 des Lakers à l'Ouest? À l'Ouest, Portland. Moi, ça me sidère parce que personne ne parle de Portland, mais on a un Brandon Roy qui est de retour. On a une équipe très complète. On pense, sur les dernières années, les Lakers n'ont jamais réussi à gagner au Rose Garden. Donc c'est-à-dire la salle des Trailblazers. Donc je crois qu'il y a réellement quelque chose là-dessus qu'ils peuvent faire. Et ils ont moins de pression parce que c'est un groupe jeune qui aime bien passer justement en dessous du radar. Donc moi, à l'Ouest, je dois parler d'eux. Et bien sûr, si Carmelo Anthony reste, on est obligé de parler du duo de Denver avec Carmelo et Chauncey Billups. Alors, pour en revenir à l'Est et évoquer quand même le finaliste des derniers Finals, qui était à deux doigts finalement de battre les Lakers lors du Game 7, ce sont les Celtics.
voilà, qui va émerger à l'Est, Benoît? Moi, je citerais Boston comme le favori, parce que cette équipe se connaît quand même sur le bout des doigts. Ça fait quelques années qu'ils jouent ensemble et qu'ils ont les automatismes. Et je me vois très mal citer une équipe comme les Celtics en tant qu'outsider. Je dirais que peut-être qu'on les mettrait sur un même pied d'égalité avec Miami. Mais moi, je vois Boston même peut-être champion cette année. C'est vrai qu'ils ont quand même attiré les deux O'Neal, qui sont naguère passés par Miami, Jermaine O'Neal, et bien sûr Shaquille O'Neal qui avait gagné la bague de champion avec D-Wade. C'est vrai, Miami, Lakers, Boston apparaissent au-dessus du lot. Maintenant, si on devait sur l'ensemble de cette saison, tu as parlé de Portland principalement à l'ouest, mais s'il y avait un autre outsider qui peut se présenter, Duke. Kevin Durant et son squad, donc c'est les Oklahoma City Thunder. Il y a beaucoup de fonds autour d'eux, mais contrairement à ce qu'on voit d'habitude en NBA à ce moment-ci de la saison, c'est justifié. Parce que c'est une équipe qui a poussé les Lakers un petit peu réellement au Game 6. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait ça. Surtout de la manière à laquelle, je veux dire, les Thunder ont joué. De l'autre côté, on sait, parce qu'on a pu le voir, que leur joueur star, leur franchise player, est monté en puissance. On a vu ce qu'il a fait lors des les championnats du monde. Et bon, par exemple, moi, j'ai été ces vacances avec Ibaka et je l'ai vu aussi s'entraîner. C'est réellement un groupe qui est prêt et il bénéficie d'une salle. Je crois qu'il faut pouvoir un petit peu imaginer l'Olympiakos, le public de l'Olympiakos dans une salle NBA. Donc c'est ça, la grosse question, c'est un groupe jeune. Est-ce qu'ils vont pouvoir se remettre en question pour les 82 matchs de la saison? Ça, c'est autre chose. Parce que c'est clair que maintenant, autant Durant que le Thunder, Durant qui n'est pas tout seul, hein, il y a Westbrook, équipier en équipe nationale, mais il y a tous ces jeunes joueurs aussi qui sont prêts à suivre un peu les traces de leur leader Kevin Durant. Ils vont être attendus, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Ça, c'est sûr. Ils vont être attendus. Et pour faire justement le lien entre eux et les Lakers, c'est là qu'on voit la grosse différence. Parce que pour l'instant, les Lakers sont encore un petit peu dans leur lune de miel. Quand on sait que Sasha Vujacic, il vient de proposer la main à Sharapova. On a Lamar Odom qui, lui, il est là, il attend un enfant. Bon, il y a Kobe qui est encore dans ses histoires. Donc c'est Hollywood, quoi. Eux, ils sont encore dans un autre niveau. Ce soir, ils veulent recevoir leur bague. Mais c'est clair que eux, ils savent. Ça fait 2 ans, voire même 3 ans, quand ils avaient déjà perdu face à Boston, qu'ils ont l'habitude de jouer dans des arènes où constamment, c'est beat LA, beat LA. Est-ce qu'on va voir si les Thunder, eux maintenant, sont capables aussi? C'est toujours facile d'être l'underdog. Maintenant, tout le monde est après eux. Tout le monde parle de Westbrook, Kevin Durant. On va voir comment le coach, parce que c'est de lui que ça part, comment est-ce que le coach peut motiver ses troupes. Un mot quand même des deux franchises que sont Dallas et San Antonio. Est-ce qu'elles ont encore voix au chapitre ou voilà, Dallas c'est la loose qui lui colle au basque et San Antonio est trop vieux. Est-ce que c'est dépassé ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Moi, j'ai envie de dire que c'est dépassé. En tout cas, en ce qui concerne San Antonio, je ne vois pas vraiment, à part vraiment si le pivot Splitter se révélait comme vraiment l'arme qui manquait aux côtés d'un Tim Duncan. Mais sinon, je ne vois pas comme ça pourquoi cette saison-ci le feu prendrait. En ce qui concerne Dallas, j'ai envie de dire que c'est aussi le même refrain depuis quelques saisons et qu'on a l'impression qu'il manque quand même le petit quelque chose pour passer au palier supérieur. Maintenant, si on complète le Texas, moi j'ai plus envie de sortir une équipe comme Houston, les Rockets, qui ont vraiment un 5 de base très intéressant. Puis l'autre événement après, j'ai envie de dire LeBron James, c'est quand même le retour au basket de Yao Ming sous les anneaux. Voir un peu comment est-ce qu'eux vont s'habituer. Ils ont pris un Brad Miller maintenant qui renforce leur banc. Moi, je pense qu'au Texas, c'est Houston qui a l'équipe la plus intéressante. Mais on parlait justement des petits éléments qui font qu'une équipe peut passer le cap. Et c'est un petit peu ce qui manque. On parle de Dallas, mais c'est quoi cet élément? C'est ce joueur avec ce killer instinct. C'est ce joueur, c'est ce Carmelo Anthony. C'est ce LeBron James. C'est ce Kobe Bryant. C'est ce D-Wade. Et c'est ça un petit peu qui leur manque. Mais en parlant de ça, on est obligé alors de revenir sur San Antonio et de préciser qu'on a quand même un Tony Parker qui est en fin de contrat. Tony Parker en fin de contrat, il n'y a pas énormément de joueurs qui veulent rester devant lui. Maintenant, est-ce que lui, il a la force de caractère de pouvoir pousser cette équipe pendant 82 matchs de manière à ce qu'un Tim Duncan, Ginobili et le reste de la troupe puissent, entre guillemets, avancer en 3e vitesse et alors arriver maintenant au printemps,
De là, commencer à passer au turbo. À voir. Est-ce que moi, personnellement, je suis un fan des Spurs? Non. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Un joueur en fin de contrat, c'est un joueur qui est motivé. Alors, il y a quand même un double champion qui a quitté les Lakers pour rejoindre les Hornets. DJ Mbenga. Lui-même. Bonne nouvelle? Ça va surprendre, à mon avis. Ça va surprendre beaucoup d'entre vous. Moi, je dis non. Parce que je crois que Didier est déjà arrivé à un niveau où il faut voir un petit peu qu'est-ce qui est important pour lui. Bon, il veut prouver quoi? C'est un garçon qui a gagné tout, à tous les niveaux. Les mauvaises langues peuvent dire, oui, mais il n'a peut-être pas joué beaucoup de minutes. Et puis quoi? À la fin de la journée, tous les championnats, que ce soit un championnat en 2e division en Belgique ou le championnat le plus prestigieux au monde, il a participé aux finales, il a gagné ses finales. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard non plus. Non, d'accord, mais pour revenir à Sacha Vujacic, dont tu parlais tout à l'heure, il a plus de bacs qu'un Jerry West ou qu'un Oscar Robertson. Il a une superbe femme, ce qui fait dire aussi à beaucoup, mauvaise langue ou pas, que ce monde est trop injuste. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, mais sinon, pour en revenir à Didier Mbenga, moi, je suis un peu d'avis contraire à Duke. C'est que justement, il a gagné ces 2 bagues avec LA. Cet objectif-là, il l'a atteint. Maintenant, je me demande, je pense pas qu'il pense au regard extérieur en signant à New Orleans, mais je crois qu'il veut aussi se prouver quelque chose à lui-même et voir sur un temps de jeu plus élargi ce que lui est capable de fournir sur les parquets NBA. Et bon, là, ça va être la grosse question pour lui cette saison, c'est de fournir des stats sur un temps de jeu plus élargi sur les parquets. En tout cas, il a quand même joué le dernier match de préparation dans le 5 de base. C'est vrai que Okafor, le pivot titulaire, n'a pas joué. Chris Paul n'avait pas joué le dernier match non plus. Mais enfin, Didier ne va pas jouer distributeur chez les Hornets. Non, ce qu'il y a, c'est ça. Il y a des concurrents pour être justement le réserviste privilégié, j'ai envie de dire, de Okafor, qui ont un peu les mêmes qualités ou les mêmes défauts basket. Ça dépend encore une fois où on se positionne. Que DJ Mbenga, c'est peut-être une chance justement d'obtenir ce fameux temps de jeu derrière lequel il court depuis ses débuts en NBA. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est encore un petit peu dans la situation comme avec Denver, avec un Carmelo Anthony. C'est qui le franchise player? C'est qui le boss des New Orleans? C'est Chris Paul. Et on n'est même pas sûr que Chris Paul va rester là toute la saison. C'est clair que si Didier maintenant peut jouer avec un Chris Paul, et la versatilité d'un Didier, et la lecture de jeu d'un Chris Paul, il y a de fortes chances qu'il passe à un autre niveau, qu'il passe réellement à un autre cap. Mais maintenant, Chris Paul part. Il se retrouve avec un distributeur qui... il y a des meilleurs distributeurs en Europe que le remplaçant d'un Chris Paul. Donc là, ça va commencer à être difficile maintenant pour un Didier. Et c'est là que je veux dire, on est aussi bon que l'équipe qui nous entoure. Et c'est ça le problème. Je veux dire, si Didier veut réellement passer à un autre cap, ce qu'il cherche, c'est peut-être pas la meilleure option. Maintenant, est-ce qu'il a réellement eu le choix? Ça, c'est entre lui et son agent. Mais c'est peut-être pas la meilleure option pour essayer de devenir la rose perdue qu'on attendait tous. En tout cas, au nom de la rose, il y en a un qui a quitté la NBA pour venir en Europe. Ça fait quand même un buzz là. C'est Allen Iverson qui a finalement signé au Beşiktaş. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant, mais a-t-il vraiment eu le choix à partir du moment où il voulait continuer à jouer au basket? Je pense qu'en tout cas, ses options étaient très limitées en NBA. Et bon voilà, tant mieux pour le Beşiktaş qui a sauté sur l'occasion à coup d'euros quand même, parce que ce n'est pas rien ce qu'ils vont débourser pour l'avoir. Mais bon, ça va être une attraction et on va voir. Ça va être un beau défi pour lui aussi de voir s'il va pouvoir enflammer les parquets européens aussi bien qu'en NBA. Ouais, une fois de plus, voilà, c'est le bon, la brute et le truand. Moi, je vais jouer le rôle du truand. Moi, je suis vraiment pas un partisan de ce genre de move, parce que à la fin de la journée, c'est un championnat tout à fait différent. Et puis jouer en Turquie, c'est pas facile du tout, surtout pour ces joueurs. C'est un joueur qui n'a jamais réellement, même si c'est OK, c'est Allen Iverson. Mais c'est Allen Iverson à 35 ans. Mais l'image qu'on a d'Allen Iverson, c'est Allen Iverson à 22 ans, où il crossait encore tout le monde, était meilleur marqueur. Donc à ce niveau-là, je crois que je ne pense pas que ce sera une expérience mémorable, à mon avis. Non. Mais alors, si on avait lancé l'info, en fait, Duke, c'était juste pour faire la boucle et revenir de la NBA au basket européen. Et en guise de conclusion aussi pour ce premier podcast, c'est finalement de dire, voilà, le basket, c'est clair, c'est un sport business et on essaye de mêler prestige et résultats aux différents niveaux. C'est un peu ce qu'on voit. C'est le plaisir du basket qu'on espérera partager tous ensemble chaque semaine. Il y a un site aussi où vous pouvez retrouver l'actu basket,
Ouais. N'oubliez pas, Sideline. Sidelinebasketball.be. Voilà, merci de nous avoir suivis sur ce premier podcast et on vous donne rendez-vous mardi prochain. C'était Renaud de Trix au micro en compagnie de Benoît Peters et de Dude Chomba. À très bientôt, ciao. Ciao. Au revoir.